Ce jour-là, il n'y a pas eu d'explosion. Pas de sirène. Pas de char. Pas de barricade. Il n'y a même pas eu de cri. Et c'est précisément pour cela que ce moment est si dangereux. Parce que les régimes savent gérer le bruit. Ils savent écraser les manifestations, disperser les foules, couper l'Internet, arrêter quelques voix pour faire taire mille autres. Mais ils ne savent pas quoi faire quand le peuple cesse simplement d'écouter. Tout semble normal, à l'extérieur. Une salle pleine. Des caméras bien placées. Des drapeaux parfaitement alignés. Un dirigeant au pupitre, la posture rodée, le ton grave, les mots choisis pour rassurer, impressionner, dominer. Les mêmes phrases que nous avions déjà entendues 100 fois, stabilité, développement, unité nationale, sacrifice nécessaire, ennemi de la nation, patience. Le rituel était intact. Le décor était parfait. Le pouvoir jouait son rôle. Sauf que l'audience n'était plus là. Bon, les gens étaient présents physiquement. Ils étaient assis. Ils regardaient. Ils acquiesçaient parfois. Ils applaudissaient même au bon moment, comme on applaudit à la fin d'une scène au théâtre. Mais enfin, quelque chose avait glissé. Ce n'était pas la colère. Ce n'était pas la peur. C'était une distance froide, presque clinique. Une absence d'investissement. Comme si la société avait décidé, sans le dire, que ces mots ne valaient plus la peine d'être ressentis. C'est là que commence la vraie rupture, quand un discours n'ose dire plus rien. Ni loyauté, ni haine. Quand il ne provoque plus de débat, seulement des soupirs. Quand il mêle une prise de passion, seulement des réflexes. Parce que le pouvoir, au fond, ne lie pas de l'obéissance. Il vit de la croyance. La croyance qui compte. Qui pèse. Qui décide. Qu'il connaît compenser, punir, protéger, donner un sens au futur. Mais que se passe-t-il quand cette croyance disparaît? Le pouvoir continue de parler, mais ces mots ne pénètrent plus. Ils rebondissent sur une société qui a appris à se blinder. Une société qui a trop attendu. Trop espéré. Trop encaissé. Une société qui a compris que les promesses doivent être infinies, mais que la vie, elle, ne l'est pas. Les jeunes n'ont pas le luxe d'attendre encore 10 ans. Les mères n'ont pas le luxe d'attendre encore une génération. Les familles n'ont pas le luxe d'attendre encore un mandat. Alors ils commencent à vivre autrement. Sans permission. Ils continuent leur vie, oui. Ils travaillent, ils étudient, ils vendent, ils survivent. Mais ils arrêtent d'accorder au pouvoir ce qu'ils réclament le plus, l'attention sincère. Ils ne se révoltent pas toujours. Ils se retirent. Ils se déconnectent. Ils se moquent. Ils s'organisent ailleurs. Ils construisent des chemins parallèles. Et cela, pour un régime, est une menace plus subtile que les pierres dans la rue, c'est la fin du lien. Car une nation ne tient pas seulement par la police ou l'armée. Elle tient par un contrat invisible, le sentiment que l'État représente quelque chose, même imparfaitement. Quand ce sentiment s'éteint, le régime peut encore contrôler, mais il ne peut plus conduire. Il peut encore imposer, mais il ne peut plus inspirer. Il peut encore parler, mais il ne peut plus convaincre. Et voilà pourquoi ce jour-là compte. Parce qu'à partir du moment où le pouvoir commence à parler tout seul, il entre dans une phase où chaque mot devient un aveu, chaque discours une preuve de déconnexion, chaque promesse un rappel cruel de ce qui n'a pas été livré. Le plus ironique, c'est que le pouvoir ne voit pas toujours ce basculement. Il confond le silence avec l'accord. Il confond l'absence de révolte avec la satisfaction. Il confond la fatigue avec la loyauté. Il se félicite d'une salle pleine sans comprendre que la salle est pleine de gens qui, intérieurement, ont déjà quitté la pièce. Et c'est ici que je vous pose une question directe, typique, parce qu'elle touche à la vérité. Combien de fois avez-vous écouté un discours officiel en sachant, dès la première phrase, qu'il ne changerait rien? Combien de fois avez-vous hoché la tête pour éviter des problèmes? Combien de fois avez-vous joué le jeu parce que vous n'aviez pas le choix? Si vous vous reconnaissez, alors vous comprenez déjà ce que cela signifie. Le pouvoir peut survivre à la colère, mais il ne survit pas longtemps à l'indifférence idéalisée.
Et dans le chapitre suivant, nous allons regarder ce qui arrive ensuite quand le pouvoir, sentant l'audience lui échapper, tente de la récupérer. Parce que c'est là que les choses deviennent plus sombres, plus brutales, et beaucoup plus révélatrices. Le pouvoir sent toujours quand quelque chose lui échappe. Pas immédiatement, pas clairement, mais comme une gêne diffuse. Une impression que les mots ne partent plus, que les regards glissent ailleurs, que les applaudissements arrivent trop vite ou trop tard. Alors il fait ce qu'il a toujours fait quand il se sent menacé, il parle plus fort. Les discours s'allongent. Le ton se durcit. Les slogans se répètent. On martèle les mêmes phrases, en espérant qu'à force de répétition, la croyance revienne. On invoque l'unité nationale, brandit la peur du chaos, ou rappelle le sacrifice du passé. On explique que critiquer, c'est affaiblir le pays. Que douter, c'est trahir. Que demander des comptes, c'est faire le jeu des ennemis. Mais rien ne revient. Car le problème n'est pas le volume des discours. Le problème, c'est qu'il arrive trop tard. Le pouvoir essaie de récupérer une audience qui, intérieurement, a déjà décroché. Et plus il insiste, plus il réveille sa panique. Car un pouvoir sûr de lui n'a pas besoin de convaincre en permanence. Il agit. Il transforme. Il montre. Un pouvoir qui parle sans cesse est souvent un pouvoir qui n'a plus grand-chose à offrir. Alors la stratégie change. Si l'espoir ne fonctionne plus, on réactive la peur. On renforce les lois. On surveille davantage. On criminalise certaines paroles, certains gestes, certains silences même. On rappelle que l'État est fort. Que l'armée est loyale. Que l'ordre sera maintenu. Mais cette démonstration de force produit l'effet inverse chez ceux qui ont déjà cessé d'y croire. Elle ne réinstalle pas la légitimité. Elle confirme son absence. Les jeunes le voient très bien. Ils comprennent que cette rigidité n'est pas une preuve de contrôle, mais un aveu de fragilité. Ils savent que lorsqu'un régime commence à confondre respect et obéissance, autorité et intimidation, il a déjà perdu le cœur de la société. Et à ce stade, la peur n'effraie plus comme avant. Elle agace. Elle fatigue. Elle pousse au détachement total. Le pouvoir tente aussi une autre tactique, la dilatation. Il crée des ennemis. Des boucs émissaires. Des complots imaginaires ou exagérés. Il détourne l'attention vers l'extérieur pour éviter les questions internes. Il parle de souveraineté pendant que la vie quotidienne stagne. Il parle de grandeur pendant que les perspectives se réduisent. Mais là encore, cela ne fonctionne que sur ceux qui veulent encore croire. Les autres écoutent poliment, qui retournent à la réalité. C'est ici que le dialogue est définitivement rompu. Car le pouvoir continue de s'adresser à une population qui n'existe plus telle qu'il l'imagine. Il parle à un peuple discipliné, patient, reconnaissant. Mais ce peuple a évolué. Il est plus connecté, plus informé, plus comparatif. Il voit ce qui se passe ailleurs. Il sait que d'autres modèles existent. Et surtout, il sait reconnaître quand on lui parle sans intention réelle de changer quoi que ce soit. À partir de ce moment, chaque tentative de reconquête devient une erreur stratégique. Chaque discours supplémentaire approfondit le fossé. Chaque mesure autoritaire alimente la certitude que le système est arrivé à bout de souffle. Et le pouvoir, paradoxalement, accélère lui-même le processus qu'il voulait éviter. Car ce qu'il ne comprend pas, c'est que l'audience ne se récupère pas par la contrainte. Elle se mérite. Et lorsqu'elle a été perdue trop longtemps, elle ne revient jamais dans les mêmes conditions. Les gens ne veulent plus être convaincus. Ils veulent être respectés. Ils ne veulent plus être rassurés. Ils veulent des preuves, des actes, des limites claires au pouvoir. Alors le régime se retrouve dans une situation dangereuse. Il parle, mais chaque mot est interprété avec suspicion. Il agit, mais chaque action est perçue comme défensive. Il promet, mais chaque promesse rappelle les précédentes. Le langage du pouvoir devient un langage aisé, guidé de sa capacité à mobiliser. Et c'est là que se produit une transformation silencieuse mais irréversible. Le pouvoir cesse d'être un repère, même médiatif.
Il devient un bruit de fond. Une institution que l'on contourne. Un acteur que l'on anticipe sans le respecter. Un obstacle à gérer, pas une autorité à suivre. Dans cette phase, le régime est encore debout. Il gouverne encore. Il signe encore. Il ordonne encore. Mais il ne façonne plus imaginaire collectif. Et un pouvoir qui ne façonne plus imaginaire est déjà en sursis. Parce qu'à partir de là, une autre question commence à circuler, doucement, dangereusement, dans les conversations privées. Si ce pouvoir ne nous parle plus, à quoi sert-il encore? Et quand une société commence à se poser cette question, le compte à rebours a déjà commencé. À ce stade, quelque chose de fondamental a changé. Le pouvoir pense encore être confronté à une opposition. Il se trompe. Ce qu'il affronte désormais est bien plus difficile à combattre, l'indifférence structurée. Pas le chaos. Pas la révolte. Mais une société qui a appris à fonctionner sans lui. L'indifférence n'est pas l'absence de conscience. C'est le résultat d'une conscience saturée. Trop de discours. Trop de promesses. Trop de déceptions. À force, l'esprit se protège. Il cesse de réagir. Il cesse d'espérer. Et dans cette neutralité froide, le pouvoir perd son levier principal, l'émotion collective. Les jeunes ne débattent plus pour convaincre l'État. Ils débattent entre eux pour s'organiser. Ils ne demandent plus des réformes. Ils cherchent des échappatoires. Ils ne regardent plus les annonces officielles comme des tournants historiques, mais comme des bruits prévisibles. Ils savent déjà comment cela finira, par un report, une commission, une promesse future. C'est là que l'erreur d'analyse des pouvoirs devient fatale. Ils croient que l'absence de contestation est un signe de réussite. Ils se félicitent des calmes. Ils parlent de maturité politique. Ils célèbrent la stabilité retrouvée. Mais ce calme n'est pas une paix. C'est un retrait. Une désertion silencieuse des contrats sociaux. Car une société indifférente ne défend plus le système quand il vacille. Elle n'en prend pas la défense. Elle n'en pleure pas la chute. Elle regarde. Elle attend. Elle s'adapte. Et le jour où quelque chose se fissure vraiment, elle ne se mobilise pas pour sauver le pouvoir. Elle se mobilise pour survivre après lui. Dans cette phase, le pouvoir commence à ressentir une solitude nouvelle. Les foules existent encore, mais elles sont creuses. Les soutiens sont là, mais conditionnels. Les alliés parlent, mais qu'elles tuent. Même à l'intérieur du système, la loyauté change de nature. Elle devient opportuniste. Pour reste tant que cela tient. On se prépare au cas où cela tombera. Et le pouvoir, sans toujours le comprendre, devient un acteur parmi d'autres. Il n'est plus le centre. Il est une contrainte à intégrer. Une variable à anticiper. Pas une autorité morale. Pas une boussole. Juste un élément du paysage. C'est ici que l'histoire montre toujours la même chose. Les régimes ne tombent pas parce qu'ils sont attaqués de l'extérieur, mais parce qu'ils ne sont plus défendus de l'intérieur. Quand les citoyens cessent d'investir émotionnellement dans le destin du pouvoir, celui-ci est à son dernier rempart. L'indifférence est donc une force politique, même si elle n'en a pas l'air. Elle vide les institutions de leur sens. Elle transforme les lois en procédures. Elle transforme les symboles en décors. Et surtout, elle prépare le terrain pour autre chose. Pas forcément mieux. Pas forcément pire. Mais inévitablement différent. À ce moment-là, le pouvoir continue de fonctionner par inertie. Il s'appuie sur l'habitude, sur la part résiduelle, sur la lenteur administrative. Mais l'élan est brisé. Et sans élan, aucun système ne peut se réinventer. Il ne peut que durer, jusqu'à ce qu'il ne dure plus. C'est pourquoi ce chapitre est crucial. Parce qu'il marque le point de non-retour psychologique. Le moment où la question n'est plus « comment changer ce pouvoir ?» mais « que viendra-t-il après ?» Et dans le chapitre suivant, nous verrons comment cette indifférence collective commence à produire ses propres structures, ses propres règles, ses propres formes d'autorité. Car quand le pouvoir officiel se vide, quelque chose d'autre commence toujours à le remplacer. Le pouvoir officiel se vide, mais le vide ne reste jamais vide.
C'est une loi constante de l'histoire. Là où l'autorité perd sa substance, autre chose apparaît. Pas toujours visible. Pas toujours organisée. Mais toujours réelle. Et souvent, plus enfouie que les institutions affaiblies. Quand l'État cesse d'être une référence, les gens ne s'arrêtent pas de vivre. Ils réorganisent leur loyauté. Ils déplacent leur confiance. Ils redéfinissent ce qui compte vraiment. Des réseaux informels prennent le relais. Des solidarités locales se renforcent. Des économies parallèles s'installent. Des leaders non officiels émergent, pas élus, pas nommés, mais reconnus parce qu'ils résolvent des problèmes concrets. Ce sont parfois des entrepreneurs. Parfois des figures religieuses. Parfois des activistes. Parfois des influenceurs. Peu importe la forme. Ce qui compte, c'est leur fonction. Ils comblent ce que le pouvoir a laissé tomber. Ils offrent des réponses quand l'État n'offre que des discours. Ils agissent quand le système promet encore. Et c'est là que le pouvoir commet une nouvelle erreur. Il sous-estime ses forces. Il les méprise. Il les ignore. Ou pire, il tente de les écraser. Mais ces nouvelles autorités ne dépendent pas de décrets. Elles dépendent de la confiance quotidienne. Et la confiance, une fois déplacée, ne revient pas sur ordre. Les jeunes comprennent très vite cette mutation. Ils savent où trouver l'aide. Où trouver l'information. Où trouver l'opportunité. Ils savent aussi que ces espaces parallèles sont imparfaits, parfois dangereux, parfois instables. Mais ils offrent quelque chose que le pouvoir officiel ne donne plus, une impression d'efficacité. Et dans un monde saturé de promesses, l'efficacité devient révolutionnaire. À ce stade, l'État continue d'exister, mais il n'est plus central. Il devient une couche parmi d'autres. Un acteur bureaucratique dans un écosystème qui s'est complexifié sans lui. Il délivre des papiers, prélève des textes, impose des règles. Mais il ne structure plus l'avenir. Il gère le passé. C'est ici que la fracture devient profonde. Car un pouvoir qui n'est plus le principal organisateur de la société perd sa raison d'être. Il peut encore contraindre, mais il ne peut plus coordonner. Il peut encore punir, mais il ne peut plus orienter. Et surtout, il ne peut plus prétendre incarner l'intérêt général. Cette perte de centralité est irréversible à court terme. Même un changement de discours ne suffit plus. Même des annonces tardives peuvent la convaincre. Car la société a appris à fonctionner autrement. Elle a appris à se méfier. Elle a appris à diversifier ses appuis. Elle a appris que dépendre d'un seul centre de pouvoir est un risque. Et pendant que ces nouvelles structures se consolident, le pouvoir officiel observe, inquiet. Il sent qu'il n'est plus indispensable. Et il comprend que, sans réforme profonde, sans humanité réelle, sans limites acceptées, il continuera à reculer, non pas dans le fracas, mais dans la banalité. Car la chute la plus dangereuse pour un régime n'est pas celle qui fait la une des journaux. C'est celle qui passe inaperçue. Celle où le pouvoir reste debout, là où plus personne ne l'attend pour avancer. Et c'est exactement à ce moment-là que la question devient inévitable, quand l'autorité officielle n'est plus qu'une option parmi d'autres. Combien de temps peut-elle encore se prétendre souveraine? Dans le prochain chapitre, nous verrons comment ce déplacement silencieux prépare le moment le plus délicat pour le pouvoir, celui où même ses propres partisans commencent à envisager l'après.